Bon, bah, merci, hein. Désolé pour le souci technique. Très content de pouvoir commencer à présenter là, notre travail. Donc. Alors, voilà, moi je suis Florence Simatos. Je vais vous présenter avec mon collègue Jérôme Fontagne, avec qui on a écrit ce rapport, ce référentiel qui fait l'état de l'art scientifique sur les questions d'aviation climat. C'est un travail collectif, on était 6 à l'écrire. Il y a Nicolas, Thomas et Hugo qui sont dans la salle, et puis il y a aussi notre collègue Scott Delbecq. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ce rapport, vous pouvez le trouver en ligne sur le site de l'ISAE. C'est un rapport de plus de 200 pages. On a travaillé dessus pendant plus d'1 an avec donc, les collègues dont j'ai parlé. Il contient plus de 200 références académiques. Alors, pourquoi on a écrit ce rapport et dans quel contexte il s'inscrit? C'est dans un contexte où on voit bien les débats sur l'avenir du secteur aérien sont très polarisés. D'accord, donc on a voulu essayer d'apporter un peu des connaissances scientifiques sur ce sujet. Il s'inscrit dans un contexte où il y a beaucoup de rapports qui sont écrits sur ce sujet. Il y a le rapport du SHIFT, il y a des rapports industriels de la TAG, il y a des rapports scientifiques du NLR. Mais vraiment, ce qu'on a voulu faire avec ce rapport, c'est parler de notre position de scientifique de ces sujets-là. D'accord. Donc, nous sommes, les auteurs sont des scientifiques, et le choix qu'on a fait, c'est essayer de se baser le plus possible sur les références sont issues de la littérature scientifique, le plus possible. L'objectif étant vraiment d'avoir une information la plus neutre et objective possible. Donc, on va vous présenter rapidement ce qui est ressorti de notre travail, mais on a traité assez en profondeur toute la thématique aviation-climat. On a essayé aussi d'élargir le spectre, on aborde des questions énergétiques. Par contre, voilà, il y a des choses qu'on n'aborde pas, comme les questions économiques et sociales. Voilà, donc, l'essentiel, en tout cas les messages clés de ce référentiel, on en a identifié 5 qui sont ici, qu'on va vous détailler dans cette présentation. Je vais en fait avancer directement. Donc, le premier message clé concerne en fait l'impact climatique de l'aviation. Quand on regarde les débats sur les réseaux sociaux, dans les publications de journalistes, en fait, on voit plein de chiffres qui sont avancés sur l'impact climatique de l'aviation. Et c'est souvent des batailles de chiffres entre les partisans et les opposants. Et ce qu'on a constaté, en fait, que l'évaluation de cet impact climatique dépend fortement du périmètre considéré. Cet impact, en fait, il se résume à 2 effets. Les effets CO2 qui correspondent en fait aux émissions de gaz à effet de serre, et donc essentiellement du CO2 de l'avion pendant son usage, mais aussi en amont, donc lors de sa fabrication, la production du carburant, et sur le secteur complet, si on veut prendre aussi en compte toutes les émissions liées aux infrastructures aéroportuaires notamment. Ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est ce qu'on appelle les effets non CO2, qui ne sont pas aisément quantifiables. Donc, il y a une publi qui fait référence dans la littérature scientifique et la publication de Lee, dont le schéma est tiré ici, et qui synthétise en fait sur un schéma ces effets non CO2, qui sont au nombre de 5 et qui sont identifiés ici. Donc, on a mis un code couleur pour noter leur effet sur le climat. Quand c'est rouge, ça réchauffe. Quand c'est bleu, c'est plutôt un effet refroidissant. Et le dernier, en fait, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne sait pas exactement si c'est plutôt un effet refroidissant ou un effet réchauffant. La mesure de cet impact de ces effets-là se mesure grâce à un indicateur qui s'appelle le forçage radiatif et qui quantifie en fait la quantité d'énergie que vient injecter ces effets sur le système Terre. Donc parmi ces 5 effets, il y en a un qui est primordial, c'est le premier, ce sont les cirrus induits. Donc c'est une interaction entre les traînées, les effets en moteur et l'atmosphère, et qui crée artificiellement des cirrus, et c'est cet effet-là qui est dominant dans les effets non CO2. Donc du coup, quand on prend tout ça, qu'on essaie de quantifier l'impact, en fait, on arrive à des chiffres qui vont varier de 2 à 5% en fonction du périmètre qu'on choisit. Donc il y a déjà en fait quel type d'aviation on regarde. Est-ce que c'est le secteur aérien dans son ensemble? Est-ce que c'est plutôt l'aviation commerciale? Est-ce qu'on va se concentrer uniquement sur les émissions d'usage, donc la combustion lors du vol, ou est-ce qu'on va regarder aussi la production du kérosène? Est-ce qu'on va regarder les émissions liées au secteur dans sa globalité? Donc, je parlais des infrastructures aéroportuaires. Et puis après, est-ce qu'on prend uniquement les effets CO2 ou est-ce qu'on comptabilise les effets CO2 et les effets non CO2? Et puis, sur quelle fenêtre temporelle on évalue cet impact?
Vous voyez, ça donne quand même une gamme de chiffres assez variée. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur la période historique, donc 1750, c'est la référence, c'est le début de la révolution industrielle. Sur cette période historique jusqu'à 2018, date à laquelle on a les derniers chiffres disponibles, ce qu'on a fait, donc ce que Lee a constaté, c'est que les effets CO2 ils étaient 2 fois plus puissants que les effets CO2. Et donc, quand on les prend en compte, sur une période très récente, on peut monter à 5% d'évaluation, une évaluation de 5% d'impact climatique de l'aviation. Et le chiffre qui est intéressant, c'est celui-ci, 2,6%, parce qu'en fait, c'est une valeur de référence qui correspond à la part actuelle des émissions de CO2 du secteur aérien sur l'aviation commerciale. Et cette valeur sera utile quand on va faire des évaluations de scénario. Alors, le second message clé concerne l'atténuation des effets non CO2. C'est des effets qui sont de court terme, leur durée de vie est de quelques heures à quelques semaines. Et donc, on peut avoir un effet bénéfique assez rapidement si on met en place des mesures. Et il y a 2 pistes qui sont prometteuses. La première, c'est que ces effets CO2 qui sont dominés par les traînées de condensation, en fait, ne correspondent qu'à un nombre minimum de vols. Donc, il y a une étude qui a été faite sur l'espace aérien du Japon, a posteriori, donc on a traité les données, et on s'est rendu compte qu'il y avait 2% de ces vols qui généraient 80% des traînées de condensation. Donc du coup, on se dit que si on arrive à modifier les trajectoires de ce petit nombre de vols, on va peut-être être en capacité de réduire l'impact de ces traînées de condensation et donc en avoir un effet significatif sur l'impact de l'aviation. C'est facile de le dire a posteriori. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de prédire quelles sont les zones de l'atmosphère qui vont être propices à la génération de cette traînée. Donc, c'est les zones qu'on appelle sursaturées en cristaux de glace. Et donc, du coup, le point bloquant, pour l'instant, il est là. Mais si on est capable d'avoir un bon niveau de prédiction, on va être capable de faire des adaptations de trajectoire pour réduire ces effets. La deuxième piste de réduction, c'est l'utilisation des biocarburants. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre directement dans les avions, c'est du drop-in, carburant drop-in, mais la composition chimique n'est pas tout à fait la même que celle du jet fuel. Et notamment, il y a moins d'aromatiques, ce qui fait que les suies qui sont émises sont en plus faible quantité, et ces suies sont nécessaires à la condensation des cristaux de glace et donc à la génération de ces traînées de condensation. Donc, si on a moins de suie, on va avoir moins de cristaux qui seront peut-être plus gros. Et il y a une étude scientifique qui estime qu'on peut faire un gain sur le portage radiatif entre 10 et 25% en utilisant un mix à 50% de biocarburant dans les moteurs. Donc, c'est des effets à court terme et on peut envisager un impact rapide d'atténuation de l'impact climatique de l'aviation. Parmi les leviers envisageables, il y a 2 leviers qui sont technologiques. Il y a l'amélioration de l'efficacité des aéronefs et le changement de vecteur énergétique. Donc, en ce qui concerne les améliorations techno, on a 2 grandes familles. Il y a les améliorations dites incrémentales, c'est-à-dire qu'on part du modèle avion tube and wing existant et on va aller améliorer tel ou tel morceau de l'avion, le moteur, l'aérodynamique, les systèmes avions, ou réduire le poids. Et donc ça, il y a des choses qui sont en cours et il y a des pistes prometteuses. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les meilleures projections nous donnent une amélioration annuelle entre 1,5 et 2% maximum, en tenant compte de l'optimisation des trajectoires et des opérations. Ce qui est à comparer avec les taux historiques de 3,5%, qui sont nettement supérieurs. Donc, en fait, on arrive en limite techno sur ces aspects-là. L'autre chose qu'on peut faire, c'est envisager un renouvellement complet de l'architecture avion, soit sur la motorisation en utilisant des architectures hybrides, soit en repensant complètement la forme de l'avion avec les ailes volantes. Sur ces améliorations, on a des projections d'amélioration d'efficacité qui sont assez conséquentes, jusqu'à 25% pour l'aile volante. En revanche, ces solutions-là, elles ne sont pas envisagées au plus tôt avant 2035. Et ça, c'est pour le prototype, le premier avion. Et après, il faut aussi prendre en compte la vitesse de déploiement dans la flotte. Et donc, du coup, tout ça nous amène assez tard, de 2040 au-delà. Et donc, ce sera, par rapport à l'urgence climatique, ce sera sûrement trop tard. Et donc, c'est un levier qui est quand même pas aussi effectif qu'on pourrait
on pourrait s'y attendre. Le deuxième aspect, c'est la décarbonation du vecteur énergétique. On va changer notre carburant pour d'autres types de carburants. Donc, ça peut être de l'électricité, de l'hydrogène ou des carburants de synthèse, donc soit électrocarburants, soit biocarburants. J'imagine qu'à l'horizon 2050, on aura tout ou partie de ces vecteurs dans la flotte. Mais par contre, il faut produire ces vecteurs et donc, en fait, on va impacter le rendement de la chaîne globale et avoir une consommation probablement d'énergie plus forte. Et ce qu'il faut bien garder en tête aussi, c'est que la disponibilité énergétique vis-à-vis de ces nouveaux modes d'énergie dans l'avion reste limitée. Et il y aura des contraintes là-dessus. Pour illustrer ce propos, si on prend l'exemple du rapport Hydrogen Powered Aviation, donc qui considère en 2050 un mix électrocarburant-hydrogène. Donc pour ça, il faut en fait de l'électricité décarbonée pour produire tout ça. Et les estimations basées sur les projections de production électrique décarbonée nous amènent à une proportion de 30 à 80% de l'électricité mondiale pour faire tourner l'ensemble de la flotte en 2050. Ce qui veut dire que ce ne sera probablement pas le cas puisqu'il y aura d'autres usages qui voudront utiliser ces ressources électriques dans le transport, mais aussi dans l'industrie. Autre exemple, la biomasse, avec une hypothèse de croissance du trafic de 1,7% par an et une amélioration de l'efficacité énergétique des avions de 1,5% par an. On estime que la proportion de la bioénergie disponible à l'horizon 2050 devra être dédiée à l'aviation entre 30 et 70%. Donc tout ça nous montre que on ne pourra pas compter uniquement sur ces choses-là parce que le secteur aérien sera en compétition avec d'autres secteurs. Le GIEC mentionne aussi d'autres risques qui sont en dehors des ressources énergétiques, en lien avec la biomasse notamment. Utiliser des sols pour produire des biocarburants, ça peut entraîner la famine. Donc ça, c'est un chiffre qui est issu directement du rapport du GIEC. Donc si on envisage un déploiement massif de la bioénergie à l'horizon 2050, il y a un risque que 150 millions de personnes soient impactées dans leur alimentation. Et puis, si on pense plus large au-delà de l'aspect climatique, en fait, il y a 9 limites planétaires qui ont été définies par un groupe de chercheurs en 2009. Et donc, régler le problème climatique, on prend le risque de déplacer le problème sur une autre limite. Et typiquement, sur l'exemple de la biomasse, c'est de déplacer le problème sur l'usage des sols. Jérôme, là, il vous a présenté un peu les différents leviers qu'on peut envisager pour diminuer l'impact climatique de l'aviation. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil qui a été développé à Supaéro qui s'appelle CAST et qui permet de, en gros, on règle des curseurs et puis on voit quelle est la trajectoire du secteur aérien à horizon 2050. Donc, on fixe la techno, etc. Donc, c'est ce que je vais vous présenter là, un peu les résultats de ces analyses de scénario. La démarche, elle est hyper importante à comprendre. Comment on s'y est pris? Donc, d'une part, la première étape, c'est de fixer des hypothèses technologiques sur l'efficacité, sur la décarbonation, etc. Donc, on fait des hypothèses technologiques. Et une fois qu'on a fait ces hypothèses technologiques, il n'y a plus que 2 paramètres qui vont déterminer en fait l'impact climatique du secteur aérien. Ces 2 paramètres, ce sont le budget carbone qu'on donne au secteur aérien, je vais le détailler, et c'est le taux de croissance du trafic. Et sur ces 2 paramètres-là, nous, en tant que scientifiques, on ne se prononce pas. Donc, en fait, on les a considérés comme des variables et sur lesquelles on fait une analyse de sensibilité, c'est-à-dire, les résultats que je vais vous montrer, c'est si on donne tant de budget carbone à l'aviation, le trafic peut croître ou décroître de temps. Il faut bien comprendre qu'on fait des hypothèses technologiques et que le trafic et les émissions du secteur aérien, on voit ça comme des variables d'ajustement. On s'est placé en 2050 et le contexte climatique dans lequel on s'est placé, c'est quelque part le seul qui soit disponible au niveau international, c'est l'accord de Paris qui stipule dans son article 2 que l'engagement pris par les signataires de l'accord de Paris, il y a deux chiffres qui apparaissent et ça peut parfois prêter à confusion. Dans l'accord de Paris, il y a le 1,5 degré et le 2 degrés. D'accord. Mais il dit bien explicitement qu'il faut poursuivre des actions pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré. Et quand on va sur le site des Nations Unies, ici, vous ne voyez pas du tout, mais ce qui est ici mentionné, c'est 1,5 degré. D'accord. Après, l'accord de Paris mentionne aussi 2 degrés, mais comme bande supérieure à surtout pas dépasser, en fait, il faut s'en écarter le plus possible. Il mentionne de rester nettement en dessous de 2 degrés. Donc, il y a ces 2 chiffres qui apparaissent et dont on va discuter. Donc, je vous ai dit, l'approche qu'on a adoptée, c'est d'abord, on fixe les hypothèses techno.
Puis après, on va regarder ce qui se passe sur le trafic et le budget carbone, les émissions. Donc, voilà, on a défini des scénarios illustratifs. Hein, c'est juste pour obtenir quand même des ordres de grandeur. Donc, on a défini 3 scénarios. Un tendanciel, c'est le business as usual. On fait les cours passés, on prolonge. Il y en a un où on suppose, on fait le tendanciel et on met un peu en tout cas une décarbonation partielle. Et puis, il y a le scénario RT, là, où en fait, là, c'est de rupture technologique et puis décarbonation totale. Donc, ça nous donne 3 scénarios, un tendanciel décarboné et puis un en rupture technologique. Donc, c'est les scénarios T, TD et RT qui sont là. On a fait des hypothèses sur l'amélioration annuelle de l'efficacité. D'accord? Donc, Jérôme, il a dit entre 1,5 et 2, ça comprend les opérations. Donc, on a découplé ça. Donc, si on regarde juste l'efficacité, on est entre 1 et 1,5 par an. On a fait des hypothèses sur le taux de remplissage. D'accord? Donc, aujourd'hui, on est à 82% de mémoire. Donc, on a supposé qu'en 2050, on arrivera à 89 ou 92%. Donc, nous avions plus rempli. Après, on a fait des hypothèses sur les opérations. D'accord? Donc là, on a pris des chiffres qui sont communément, qui traînent communément. Donc, entre 0 et 12% d'amélioration en horizon 2050 due aux opérations. C'est quoi les opérations? Donc, les opérations, c'est l'optimisation de trajectoire, par exemple, sur le taxiing, ce genre de choses. Donc, et ensuite, on a fait une hypothèse sur la décarbonation. Donc, on a supposé, par exemple, qu'il y a soit personne n'aurait de carburant bas carbone, soit la moitié de la flotte aurait des carburants bas carbone, soit toute la flotte. Donc, une fois qu'on a posé ces hypothèses technologiques, eh bien, on peut calculer le facteur d'émission de la flotte. Le facteur d'émission, c'est la quantité de CO2 qu'on émet à chaque fois qu'on fait un passager de kilomètre. Donc, suivant, évidemment, plus on est ambitieux, plus le facteur est bas. Donc 90 pour le facteur tendanciel, 50 pour le facteur avec un peu de décarbonation et 17 pour le facteur en rupture technologique. À comparer avec les valeurs actuelles, aujourd'hui, le facteur d'émission de la flotte en moyenne, on est dans les 130 grammes de CO2 équivalent par passager kilomètre. Mais la flotte, c'est un mix d'avions plus ou moins récents. Les meilleurs avions aujourd'hui, ils sont à un peu moins de 100 grammes de CO2 par passager kilomètre. Donc, une fois qu'on a fixé ces hypothèses technologiques, ce que je vous ai dit, c'est nous, on a considéré les émissions du secteur, qu'on quantifie par la notion de budget carbone, et le taux de croissance du trafic comme des variables, sur lesquelles on joue. Et donc, on a produit ce genre de courbe ici que je vais essayer de vous expliquer. D'une part, vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, chaque couleur, ça représente un scénario. Donc là, le bleu, c'est le scénario tendanciel, rouge un peu avec de la décarbonation, et marron, là, jaune, c'est le scénario en rupture technologique. Donc, 3 scénarios, 3 courbes. Ensuite, il y a la courbe pleine. C'est si on fixe un objectif climatique à 1,5 degré. Et les courbes en pointillé, c'est si on fixe un objectif climatique à 2 degrés. Et donc, une fois qu'on a fixé l'objectif climatique et qu'on a fixé un scénario, eh ben, on peut lire ce graphique de la manière suivante. Par exemple, ici, cette ligne verticale, elle est assez importante puisqu'elle représente, si on donne 2, Jérôme vous a dit tout à l'heure que si on prend un certain périmètre, l'aviation représente 2,6% des émissions du secteur. Et donc, si on veut que le secteur se décarbone à la vitesse moyenne, qu'en gros, que le secteur aérien fasse sa part, eh ben, ça veut dire qu'il faut lui donner 2,6% du budget carbone. Donc, cette ligne-là, c'est le secteur aérien fait sa part, ni plus ni moins. Et donc, ce qu'on lit comme ça, c'est le taux de croissance qu'il faut ajuster pour respecter la contrainte climatique avec les hypothèses technologiques qui ont été faites. Donc ici, vous voyez, si le secteur aérien fait sa part, que l'objectif climatique est à 1,5 degré, bon, bah, quel que soit le scénario, les hypothèses technologiques qu'on fait, il faut une décroissance du trafic qui est relativement forte, de l'ordre de 10%. Après, voilà, le secteur aérien, on pourrait juger que c'est un secteur prioritaire par rapport à d'autres parce qu'il est dur à se décarboner ou parce qu'il est essentiel. Et donc, on pourrait lui donner plus. Et donc, on va se déplacer sur cet axe-là et dire, par exemple, si on veut un trafic qui se stabilise, en supposant vraiment qu'on est très bon sur la techno, vous voyez, si on donne 5% du budget carbone à l'aviation et qu'on est très bon sur la techno, on peut stabiliser le trafic. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est voilà, des résultats là, qui pointent vers la décroissance du trafic pour un objectif à 1,5 degré. La raison, c'est que le budget carbone à 1,5 degré, il est extrêmement faible. Au risque actuel des émissions, on a moins de 10 ans de budget carbone. D'accord ? Et ce qu'on voit, c'est que si on est un peu plus lâche sur notre objectif climatique, bon, alors 2 degrés, par exemple, bon, c'est un peu plus nuancé. Vous voyez, si l'aérien fait sa part dans un scénario techno médian, et que notre objectif climatique, c'est 2 degrés, ben, une stagnation du trafic est envisageable.
Donc, c'est comme ça que se lit ce genre de cours. Alors, donc là, je reviens sur ce qu'a dit Jérôme. C'est effectivement un des messages de notre rapport, c'est que concernant les effets CO2, donc il y a des opportunités technologiques, on peut faire des meilleurs avions, il s'agit de le faire, réaliser, c'est notre cœur de métier, mais qu'au regard de l'urgence climatique, ces opportunités pour diminuer les effets CO2 sont limitées. Donc, Jérôme a bien parlé de cette urgence climatique. En fait, ça, c'est une courbe schématique de ce qu'il faudrait faire pour respecter l'accord de Paris. Donc, ce qu'il faut, c'est une baisse massive et immédiate des émissions. Et les opportunités technologiques pour les effets CO2 ne permettent pas de suivre à eux seuls, ne permettent pas de suivre ces trajectoires. Donc nous, c'est ce qu'on a vu avec notre rapport et notre travail. On a aussi fait l'état de l'art de la littérature scientifique sur ces questions. Et en fait, ce message-là, c'est aussi ce qui ressort de la littérature scientifique sur ces questions. Je vous ai mis, par exemple, deux phrases tirées d'articles très récents. Celui-là, c'est un article de 2021 et celui-là d'un rapport de David Lieb 2018, où voilà, les auteurs concluent aussi à, dans ce cas-là, une incompatibilité entre les trajectoires envisagées par le secteur aérien et l'accord de Paris, et on n'a pas trouvé d'articles scientifiques qui disent l'inverse. Et donc, ça, vous voyez, ce genre de courbe, qu'est-ce que ça pose comme question? C'est notre dernier message, c'est qu'en fait, il y a vraiment des choix politiques à faire. D'accord? Il n'y a pas de... On ne va pas pouvoir avoir une forte croissance du trafic et puis diminuer et que le secteur aérien fasse sa part, en quelque sorte. Donc, il y a un arbitrage qui est nécessaire entre le niveau de trafic et puis la part du budget carbone qu'on donne au secteur aérien. Donc, ça, ce que ça dit, c'est qu'il faut vraiment bien poser le problème. D'une part, quel est vraiment l'objectif climatique qu'on se donne? On voit qu'il y a une grosse différence suivant qu'on vise 1,5 ou 2 degrés, où on peut faire à tous les budgets, à toutes les températures. Et puis, bien poser le problème, ça veut dire, si on s'interroge sur la part du budget carbone qu'on donne au secteur aérien, bah là, on est sur des choix intersectoriels. Comment est-ce qu'on priorise l'aviation par rapport à d'autres secteurs d'activité? Et puis, si on veut réfléchir plutôt au taux de croissance du trafic, là, on est plutôt sur une réflexion autour des usages. Pourquoi on prend l'avion? À quoi ça sert? Alors, on va conclure. On a tenu à peu près dans les temps. Donc, on voulait ouvrir là sur le débat. Donc, le débat là, que vous allez avoir et auquel on va avoir le plaisir d'assister, c'était l'avion vert, greenwashing ou avenir de la filière aéronautique. Donc, on va donner notre avis là-dessus très, très rapidement et se permettre, comme au lycée, de reformuler la problématique. Donc, greenwashing ou avenir de la filière aéronautique, bon, bah, probablement, on peut trouver des arguments qui vont dans les deux sens. L'avenir de la filière aéronautique, évidemment, dans un monde où tous les secteurs d'activité cherchent à diminuer leurs émissions, à se décarboner, à être bas carbone. Évidemment, l'avion vert se pose là. Greenwashing, alors dès qu'il y a du vert, on peut se méfier un peu du greenwashing. Et pourquoi est-ce qu'on peut proposer de reformuler ce débat? L'avion vert, quelque part, existe déjà. Un avion qui fait un vol avec des biocarburants qui ont été produits de manière durable, c'est un avion, ce vol-là se fait avec de faibles émissions carbone. Et donc, ce que montre notre rapport, c'est que peut-être la bonne question, ce n'est pas tant la question de l'avion vert, mais c'est la question de l'aviation dans sa globalité. Et si on veut éviter la terminologie verte, on peut se poser la question de l'aviation bas carbone, parce qu'on voit qu'il faut élargir le spectre. Le problème n'est pas d'avoir un avion, le problème est d'avoir une flotte d'avions, une aviation, combien d'avions on peut avoir, et le problème est aussi d'élargir le spectre, pas juste de regarder ce qui se passe pendant le vol, mais de manière beaucoup plus globale. Donc, nous, on propose de reformuler l'aviation bas carbone, quel avenir pour la filière aéronautique. Merci. Alors, merci pour la clarté de l'exposé, sa concision, c'est super parce que je pense que ça pose quand même pas mal de questions. Et donc, je me tourne d'abord vers la salle, puis après on se tournera vers Zoom pour savoir qu'est-ce qui nous est dit de ce côté-là aussi. Donc, est-ce qu'il y a des réactions Moi, je n'ai pas forcément une réaction, mais déjà des questions sur le pourcentage de trafic, l'augmentation du pourcentage de trafic, c'est en quoi? C'est en passager kilomètre. Oui. Après que les chiffres qui sont donnés, là, c'est pour la France. C'est au niveau mondial. Oui, on a fait l'étude au niveau mondial. Ouais. Dans le document, il y a des aspects français. Non, dans notre document, on est vraiment que au niveau mondial. Au niveau mondial? Oui. Ah non, je confonds avec le prix. Oui, le chiffre, ils ont fait un périmètre différent et non, c'est pas celui mondial. Alors,
vous pouvez vous présenter ou pas, si Oui. vous le souhaitez. Hein, Non, mais c'est très Bruno Jougla de collectif de salariat Aéro ICAR. Juste, merci pour la présentation. Au niveau du graphique final, quand on dit on pourrait accroître le budget carbone secteur aéro si on, entre guillemets, on prenait dans un autre secteur, est-ce que vous prenez en compte les effets non CO2 du secteur? Merci. Non, dans les courbes qu'on a présentées là, il n'y a que les effets CO2. Et dans le rapport, on traite un petit peu, il y a des scénarios qu'on fait sur les effets non CO2. Je vous en prie. Pierre Mivergne, Shifter. Alors, le fait de poser ça comme un débat et un choix politique, c'est effectivement très pertinent, mais il faut regarder dans quel contexte il sera fait, ce choix politique, puisque la décarbonation des autres secteurs, on lui a certains endroits qui sont plus simples à décarboner que l'aviation. Le plan de transformation de l'économie française du Shift Project, donc là, périmètre France, montre qu'on sera dans un contexte, par exemple, les kilomètres parcourus en voiture vont devoir diminuer d'ici à 2050 de 35%. Côté alimentation, l'assiette, pour que l'alimentation fasse sa part, c'est divisé par 6, la viande de bœuf, de porc, par 2 le poulet, par 3 les laitages. Donc le débat va être intéressant, le débat politique de ceux qui vont suggérer qu'il faut augmenter la part du budget donné à l'aviation, ça va être quelque chose d'intéressant dans ce contexte-là. Les mobilités du quotidien, c'est quasi plus de déplacements de moins de 20 km, fait autrement que sur des modes doux. Qui est venu en voiture ce soir en faisant moins de 20 km, c'est une question à se poser. Donc ça sera ça le contexte du débat politique. Et vous avez une option, vous? Oui, clairement, la décroissance du trafic. Non, mais les choses des fois vont mieux le disant. Est-ce que vous avez tenu compte dans vos études du décollage des fusées? Parce que je pense que ça va être de plus en plus fréquent. Est-ce que vous en avez tenu compte? Non. C'est vraiment l'aéro, là. Vous n'avez pas tenu compte, donc, de la consommation des fusées et notamment de leur production de CO2? Non, on n'a pas regardé. Là, on s'est concentré sur le secteur aérien, pas sur le secteur spatial. Vous en connaissez l'importance? Ouais, c'est assez faible. C'est assez faible, en tout cas, sur les données qu'on a pu trouver. Pardon? Pour le moment. Pour le moment, ouais, pour le moment. Si on regarde juste vraiment les émissions liées au décollage des fusées, j'ai plus l'ordre de grandeur en tête, mais c'est 1 ou 2 ordres de grandeur inférieurs à l'aviation, plutôt 2, je pense. Philippe Perrin, ancien du domaine de l'aéronautique et du spatial. Je n'ai pas compris en fait la courbe, donc si vous pouviez prendre un peu de temps pour me l'expliquer. Par exemple, le point vert qui est sur le zéro croissance, vous dites qu'avec un avion vert, des biocarburants, enfin, qui soient, où il y a finalement très peu d'empreinte carbone, enfin si une empreinte sol, mais en tout cas peu vol, enfin, une empreinte sur la construction du véhicule, mais pas sur la consommation. Enfin, si on était avec des biocarburants idéalisés 100%, et avec ce truc qu'on aura du mal à faire, mais enfin qui est quand même un beau produit, pour garder le trafic comme aujourd'hui, il vous faut 5% de la part globale, je ne comprends pas. Ouais, donc... Avec un truc super et sans rien changer, il vous faut plus de la part parce que la part a énormément diminué, c'est ça, enfin, parce que la consommation globale a énormément diminué. C'est-à-dire que là, vous mélangez tellement de paramètres que c'est difficile, très honnêtement, c'est difficile de voir des vérités dans ces courbes. J'ai passé ma vie à regarder des courbes, celles-là, je ne les comprends pas. Ouais, bon, on va voir si on y arrive. Alors. Déjà, chaque courbe, il y a une hypothèse technologique sous-jacente. Est-ce que mes avions ils sont plus efficaces? Est-ce qu'ils sont plus remplis? Est-ce que mes opérations sont meilleures? Et est-ce que j'utilise beaucoup de carburant bas carbone ou pas? Je vous ai posé qu'une question, c'est le point 0 là. Celui-là? 0,5, Donc celui-là, ce qu'on est en train de lire ici, c'est de dire, OK, j'ai un avion qui est vraiment hyper efficace, et il n'a que des carburants bas carbone. Magique. Voilà, super. Le 0, c'est quoi? Maintenant, on dit, mon objectif climatique, c'est 1,5 degré. Donc, le budget carbone, il est assez restreint. Déjà le 0 à gauche. Et donc,
C'est bon, le objectif climatique, C'est le taux de croissance. Donc, je garde le trafic constant. actuel tel qu'il est aujourd'hui. C'est ça. Ouais, 2018. C'est 2018 la référence. Et que des avions super verts. Et il nous faut quand même. Ben oui, parce qu'ils ont mis du temps en fait à venir ces avions. Ils ont mis du temps. Ça, c'est stabilisé, ça. Mais non, mais ce qui est hyper important, c'est là on ne l'a pas dit. Ces histoires de budget carbone, ce qui compte, ce sont les émissions cumulées. Le carbone qu'on émet dans l'atmosphère, il y reste des centaines, voire des milliers d'années. Et donc, en fait, là, ce qui est caché derrière, c'est une trajectoire. D'accord ? Si aujourd'hui, nos émissions, elles font ça, puis qu'elles tombent à zéro en 2050, on aura explosé le budget carbone. Non, mais, excusez-moi, c'est la montée en charge. Vraiment comprendre. On était parti sur l'hypothèse des accords de Paris qui ne sont pas très exigeants et qui sont diminués de 40% de contraintes d'ici 2030. Non. L'objectif de l'accord de Paris, c'est un objectif qui est formulé en termes de température. Et le travail qu'a fait le GIEC, c'est de traduire cet objectif de température en termes de trajectoire sur les émissions. Et donc, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, par exemple, ce n'est pas une baisse de 40% des émissions, c'est une baisse de 90% des émissions à horizon 2050. Mais c'est pas... Donc là, vous êtes en régime stable, on va dire. Enfin, je sais qu'il n'y a pas de régime stable avec la rémanence carbone, mais vous êtes sur l'objectif 2050. Oui, 2050. Donc 90% de réduction. Vous êtes sur le no carbone. Oui, c'est objectif, ouais, c'est le budget carbone à 1,5 degré en 2050. Ce qu'on ne voit peut-être pas, c'est le remplacement de la flotte, c'est-à-dire qu'on part d'une flotte 100% carbonée aujourd'hui, 100% de kérosène, et quelle est la courbe? Prenez le micro parce que sinon les gens ici vous. Oui. Ce qu'on ne voit peut-être pas, c'est effectivement le passage entre maintenant et 2050, puisqu'on part d'une flotte 100% carbonée aujourd'hui, et qu'il faut atteindre une flotte non carbonée 2050, c'est la date à laquelle la flotte deviendrait non carbonée. Non, donc il y a une trajectoire. Donc le CO2, c'est le CO2 accumulé sur 2021-2050, ouais, avec une flotte en cours de mutation. Exactement. C'est bien compris. Donc, effectivement, il y a des hypothèses sous-jacentes sur à quelle vitesse ces carburants bas carbone ils se propagent, etc., etc. On ne va pas passer magiquement aujourd'hui à cette situation. Et donc, dans le laps de temps qui nous sépare de 2050, il y aura des émissions. Et c'est ces émissions cumulées qui comptent. Oui, effectivement, le sous-jacent, c'est qu'effectivement, il faut baisser de manière assez considérable le taux de carbone. On n'est pas carbone constant, c'est ça le problème. Donc, effectivement, ça a été dit par Chiffre Projet, on va demander à l'alimentation de réduire sa consommation de carbone, à la mobilité classique en voiture aussi, à tout le monde. Donc, la question, c'est que la norme zéro, c'est de baisser. C'est pour rester en dessous. Personnellement, je crois que c'est une hypothèse irréaliste. Mais donc, la question pour nous, vu de Toulouse, c'est est-ce que Toulouse va pouvoir continuer à faire des avions ou est-ce qu'effectivement, on n'est pas dans un système de décroissance complète en avion? Pour l'instant, d'après ce que je vois, ce travail qui me paraît moi très intéressant, c'est qu'effectivement, ça sera extrêmement difficile d'aller dans la décroissance. Alors, décroissance, c'est si on ne compte que sur l'aspect technique. Après, il y a la décroissance et la sobriété de déplacement. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est dans la courbe verte, celle du haut, l'optimiste, en fait, celle de l'avion décarboné. Quelles sont vos hypothèses? Est-ce que vous voyez des possibilités? Parce que on dit révolution technique profonde. En fait, bon, j'ai vu les projets d'ailes volantes avec hydrogène ou autre. Est-ce que vous avez regardé quelles étaient les vraies possibilités là? Parce que le côté greenwashing, c'est peut-être ça. Est-ce que ce qu'on nous fait miroiter, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'effectivement, d'ici ces échéances qu'on se fixe, est-ce qu'effectivement ça va marcher ou est-ce que c'est simplement des effets d'annonce? Les autres personnes de la salle peuvent répondre à la question aussi. Oui, voilà, parce que là, on est parti sur du bilatéral, mais l'idée aussi, c'est d'avoir vos opinions, votre sentiment, comment vous percevez les choses. Bonjour, je suis Julien Carré de l'INSA Toulouse, une école d'ingénieurs à côté. Parmi les hypothèses justement de la courbe verte que vous montrez, Florian, si j'ai bien suivi, ce que vous disiez, c'était dans cette hypothèse-là 100% biocarburant. C'est bien ça dans les... Moi, parmi les différentes hypothèses, il me semble que c'est celle-là qui est quand même la plus délicate, parce qu'il y a maintenant de nombreux rapports scientifiques qui montrent les dangers environnementaux et sociaux, on va dire, liés au déploiement des biocarburants.
Et donc, probablement que cette courbe verte, c'est le risque qu'il y a derrière, c'est le risque dont Florian a parlé, qui est le développement massif de la biomasse et qui risque d'avoir des impacts environnementaux assez importants. Donc, parmi les hypothèses technologiques, je dirais probablement, peut-être c'est ce point-là qui est un petit peu délicat. Et après, il y a les électrocarburants, dont vous avez parlé également, et qui, eux, nécessitent une quantité d'électricité qui est vraiment extrêmement importante. Or, quand on regarde un peu les scénarios RTE, là, qui viennent de sortir il y a quelques semaines, en fait, les scénarios RTE, c'est quand même globalement une augmentation de la consommation et de production d'électricité qui est significative, mais qui n'est pas non plus gigantesque, quoi. Et donc, les ordres de grandeur sur l'électricité bas carbone disponible pour l'ensemble de la société sont pas non plus énormes. On avait fait le calcul sur justement le nombre de l'électricité nécessaire pour alimenter en électrocarburant l'aéroport Charles de Gaulle, et on arrivait à 15 réacteurs nucléaires. Donc, c'était beaucoup, quoi. Alors, madame. Et peut-être qu'on passera ensuite, s'il y a des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des remarques ou des propositions dans la salle virtuelle, de le faire. Moi, j'ai une question qui n'est pas d'ordre technique et qui est plus toulousaine. Donc, vous êtes des professionnels, futurs professionnels de l'aérien. Comment les industriels, pour le coup, que sont en particulier Airbus, comment est-ce qu'ils reçoivent ce genre de choses? Parce que quand on les regarde faire, quand on observe leur communication, elle est plutôt triomphaliste. On voit le salon là, qui a eu lieu là, avec les ventes d'Airbus et youpi, tralala, tout recommence comme avant et ça va être formidable. Et on va vendre des avions, ils vont être de plus en plus beaux, de plus en plus verts. Il me donne, moi, l'impression de ne pas tenir compte de ça. Alors, est-ce que je me trompe? Est-ce que vous avez, vous, une autre perception ou pas? Et peut-être qu'il y a des personnes d'Airbus dans la salle, hein, ou dans la salle Zoom. Je me tourne. Bon, j'y étais il y a encore 4 mois, ça peut le faire. D'accord. Mais juste avant de vous répondre, je peux prendre la courbe verte, parce que j'ai pas compris. Les 5%, puisqu'on a un avion idéal qui ne consomme pas de carbone. Il prend 5% du carbone mondial, mais sous quelle forme? Donc, ces 5%, c'est quoi? C'est la construction de la machine? Ça paraît énorme. En fait, ça paraît énorme, 5% pour effectivement un avion qui, lui, va faire un travail propre. Ça répond quelque part à la question qui vient d'être posée. Donc, est-ce que vous pouvez être spécifique sur, quand on va chercher 5% d'une consommation mondiale carbone, c'est énorme, même si elle a été diminuée de 90%, je l'entends. Qu'est-ce qui va coûter cher dans ces avions super propres qui finalement ne sont pas propres? Ça répond un peu à la question. Non, en fait, ce ne sont pas les avions qui ne sont pas propres. C'est la quantité de carbone émise, c'est les émissions qu'on fait avec les anciens avions avant d'arriver à ce point en 2050. Oui, mais alors vous n'êtes pas sur un scénario stabilisé. Donc, non, mais je pense que la confusion, si je peux me permettre, c'est ce 5% des émissions. Vous savez, quand on fait de l'automatisme, si vous êtes à super-héros... Ce n'est pas 5% des émissions en 2050. C'est peut-être là qu'il y a la confusion. Oui. Ce n'est pas 5% des émissions en 2050. Ce n'est pas ça du tout. On a un budget, et ce budget, c'est une quantité maximale de carbone qu'on peut émettre, tout compris. Une fois qu'on l'a utilisé, ce budget, on éteint la lumière. Je voudrais vous répondre comme un ingénieur, parce que je suis très choqué de votre façon de procéder, parce que quand on a un problème complexe, on taille et on essaye de partir de points stables. Quand on fait de l'automatisme, qui était un des points clés de l'aéronautique, on part du modèle stable, c'est-à-dire du régime stable. Et après, on regarde l'instabilité du régime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de... Non, mais le climat, je l'entends. Non, mais je l'entends. Mais la courbe... Excusez-moi, mais si vous lisez le dernier rapport, c'est pas ça qu'elle dit. C'est chaque gramme de carbone émis aujourd'hui s'accumule. Et voilà, et donc, comme on n'en stocke pas… Je l'entends, mais par exemple… Non, mais je l'entends. Mais si la problématique… Enfin, d'abord, je suis très choqué d'entendre ces choses-là à super-héros. Très choqué.
si effectivement on part sur l'idée qu'un avion propre va mettre du temps et qu'avant d'avoir cet avion propre, on va accumuler du carbone de façon extrêmement nocive. On peut faire un choix qui est pendant 30 ans de ne pas voler. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tuer l'aéronautique. Donc, à un moment donné, si derrière, on est capable de faire un avion propre, le point stable, il est super intéressant. Donc, il faut commencer la réflexion par le point stable. Et après, on peut faire un choix pendant 30 ans de voler ou pas voler. Personnellement, j'ai diminué ma consommation de vol, je prends le train. Mais ça, c'est un choix. Mais ça n'a rien à voir avec le modèle futur. On raisonne pour 30 ans, 50 ans. L'aéronautique toulousaine, elle nous a été donnée depuis plus d'un siècle. On ne va pas la balayer comme ça. Ce n'est pas l'intégralité du carbone qui va être produit avant d'avoir un avion super propre qui nous intéresse vraiment. C'est est-ce que en régime stable, non mais on peut faire le choix de ne pas voler pendant 30 ans. Et si vous voulez faire le choix de ne pas voler pendant 30 ans, c'est une très bonne idée. Mais la question derrière, c'est est-ce qu'on continue à faire des avions? C'est-à-dire, quel est le régime stable? Et moi, je ne vois pas dans vos courbes le régime stable. Non, ce n'est pas la question qu'on a regardée, tout à fait. C'est une question différente. Moi, je suis un retraité de la DGAC, ce que vous dites me choque, moi, par contre. Parce que bon, on ne peut pas dire que d'ici, on va arrêter l'avion pendant 30 ans, donc en fait, ce qui est... Non, mais attendez, laissez-moi terminer, je ne vous ai pas interrompu. On regarde, en fait, effectivement, comment arriver. Je pense que le travail qui a été fait, c'est de regarder comment on arrive en 2050 en ayant à l'intérieur d'un certain budget, c'est tout. Après, effectivement, il faudra peut-être faire certainement 20 ou 30 ans pour changer toute la flotte, mais le carbone qu'on a produit maintenant, qu'on va produire l'année prochaine, et puis en 25, etc., ben malheureusement, il sera déjà dans l'air. Et donc, on ne peut pas dire, alors effectivement, la solution qui consisterait à dire on arrête tout pendant 30 ans, à mon avis, elle est irréaliste. Donc, en fait, il faut arriver à trouver une trajectoire qui essaye de concilier effectivement l'amélioration technologique avec la capacité de la société à supporter peut-être moins de vols, etc. Donc, c'est pas simple. Donc, en fait, le travail qui a été fait, la courbe, moi, je la comprends très bien. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas la comprendre. Voilà. Merci. Alors, attendez, on va essayer de passer est-ce qu'on a des interventions dans Zoom? Après, je vous passerai la parole. Alors, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir sur Zoom. Hein. Pierre? Il y a simplement une question, enfin une proposition technique sur le chat qui dit que, a priori, en désaromatisant le kérosène pour réduire l'essuie, est-ce qu'on ne peut pas trouver là une solution sans avoir recours au biocarburant? Et il y a une précision sur le décollage des fusées. Quelqu'un qui dit oui, c'est faible, les émissions du décollage des fusées ne sont pas le poste principal d'émission du spatial. Voilà, juste pour précision. Merci, monsieur. Et puis après, je vous laisserai répondre sur la question plus technique. Frédéric Barthes, ancien cadre supérieur du groupe Airbus et d'Excel. Je suis consultant et coach indépendant aujourd'hui. Je voudrais partager 2-3 réflexions. D'abord, remercier tous les participants parce que je pense que c'est riche, c'est intéressant, c'est passionnant de discuter. Et je pense qu'on est tous des passionnés de l'aéronautique, qui est quand même le point de départ. Et puis, je voudrais saluer le travail remarquable qui est fait par Supaéro, à la fois en termes de travail de recherche, à la fois en termes de remise en cause des enseignements et des cursus d'études, et ce depuis plusieurs années, avec un juste équilibre pour rester des passionnés et des soutiens de l'aéronautique. Et je suis absolument convaincu qu'ils en sont. Et en même temps, aller dans le sens des étudiants qui ont 18, 20, 25 ans et qui se posent énormément de questions. Je pense que personne dans la salle n'a envie de tuer l'aéronautique. C'est une activité qui est extrêmement importante, savoir développer, concevoir, fabriquer, certifier, mettre en vol, opérer un aéronef. C'est une activité régalienne, on a la chance de le faire en France, on est un des rares pays au monde qui a cette capacité-là. Et je pense que toutes les personnes qui travaillent dedans sont convaincues qu'il faut qu'on le garde. La question, effectivement, n'est d'ailleurs pas de le décarboner. Tout le monde est convaincu qu'il faut le décarboner parce que le trafic qu'il y aura dans 30 ans aura besoin d'être décarboné, quel qu'il soit, quel que soit son niveau. Donc, il me semble que le débat est plutôt de comment on se met en chemin. Et c'est un chemin difficile, c'est un chemin qui nous heurte dans notre cerveau d'ingénieur où
dans notre service de cours, pour ceux qui ne sont pas ingénieurs, on a besoin d'ingénieurs, parce qu'on voudrait pouvoir le résoudre tout. Et je pense qu'il y a une partie des solutions qu'on va trouver ensemble, collectivement. Et les jeunes en veulent. Les jeunes continuent de venir à Supaéro. Malgré le Covid, l'école n'a pas énormément décroché. Et ils ont envie de participer à réinventer l'aéronautique. Et réinventer, c'est effectivement aller chercher la courbe verte, ça c'est certain. Ça ne suffira probablement pas. Ça ne suffira pas d'après les travaux. Donc il y aura aussi des besoins de redéfinir l'usage, le business model. Et les jeunes ont extrêmement envie de s'impliquer dans la construction de ces réflexions. Et je pense que le plus tôt on s'y attache, le mieux ce sera. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'Académie de l'air et de l'espace dans son avis récent qu'ils ont publié à l'automne 2021. Donc, moi j'aurais envie de dire, je crois que le vrai sujet, il est comment on travaille collectivement entre la génération X, ceux qui sont dans l'encadrement supérieur, dans la direction des entreprises de la filière aéronautique et des organismes, il n'y a pas que des entreprises, et la génération Z, ou même celle on l'appelle, qui est celle des jeunes qui sont à l'école, qui seront demain dans l'entreprise. Chez mon banc de promotion 92, des patrons à très haut niveau de la promotion 92, il y en a un paquet qui étaient sur les mêmes bancs de l'école que moi il y a 30 ans. Et excusez-moi d'avoir été un peu long, je voudrais conclure. Quand j'étais à l'école entre 89 et 92, l'aéro était passionnante. Les RPK, ils étaient 4 ou 5 fois moins. Ce n'était pas un problème. Donc oui, on ne sait pas comment aborder une décroissance, si décroissance il y aura, et je ne cherche pas à répondre à la question. Mais l'aéro dans 30 ans et dans les 30 ans qui viennent peut être tout à fait passionnante, quand bien même le volume n'est pas le même. Je vous remercie. Alors, qui c'est qui avait parlé? Pierre? Mais peut-être on va la faire de suite, hein, parce que... Allons-y. Attendez, il faut que je... Attendez une seconde, on va passer là. Ah, je reste longtemps là-dessus. Vous pouvez y aller. Oui, bonjour, vous m'entendez? J'entends, tout à fait. Parfait. Bonjour à tous, merci pour ces débats, merci pour ces présentations. Donc, Olivier Delbucca, je suis co-auteur du rapport Pouvoir voler en 2050 par l'association Aérodécarbo en collaboration avec le Shift Project. Je voulais peut-être revenir à la question qui a été posée, comment l'industrie réagit-elle à ça? Et alors, en tout cas, je peux vous dire qu'elle ne réagit pas comme la personne récemment d'Airbus. Elle ne dit pas banco, arrêtons de voler pendant 30 ans. Parce qu'effectivement, si elle disait ça, alors, du point de vue climatique, ça résoudrait effectivement, du point de vue des émissions de CO2, ça résoudrait une partie du problème, parce qu'effectivement, ce que montre l'analyse en budget carbone, et donc ce que montre le rapport Pouvoir voler et aussi le référentiel, c'est qu'il y a vraiment une problématique de court terme, long terme dans cette histoire. Et donc, je reviens sur le point qu'a soulevé, j'ai oublié votre nom, le monsieur récemment chez Airbus. Oui, vous avez raison, on peut regarder une trajectoire stable avec l'avion décarboné, sauf qu'il se trouve que la problématique climatique ne se pose pas en ces termes-là, elle se pose en termes d'émissions cumulées et en termes de budget carbone. Et c'est exactement pour cela que nous avons un sujet de transition et un sujet de rapidité de transition et de rapidité de la décarbonation. Et ce qu'a montré tout à l'heure Florian et Jérôme, et ce que nous montrons aussi, ce que nous disons, c'est que justement le rythme de décarbonation donc, qui est associé, je reprends les termes qu'ils ont dit, à la fois à l'arrivée des technologies, à la fois au rythme de renouvellement des flottes et à la fois évidemment au rythme de capacité à insuffler de l'énergie décarbonée, c'est vraiment cette histoire de vitesse qui est en jeu pour pouvoir rester sous les 2 degrés ou sous les 1,5 degrés. Donc, comment est-ce que le secteur prend ça? Alors, je vais vous dire, ça dépend desquels. Le premier point et dont on peut se féliciter, je pense que le référentiel y contribue, et je pense que nous y avons aussi contribué avec nos modestes moyens, c'est justement de prendre en compte de la nécessité de définir une trajectoire en budget carbone, de réfléchir en émissions cumulées, en tout cas en ce qui concerne le CO2 ou les émissions. Par exemple, Safran commence à le dire, oui, on est d'accord, ce n'est pas une cible qu'il faut atteindre en 2050, donc quand on dit, entre guillemets, neutralité en 2050, donc il y a beaucoup de choses à dire autour de ce terme-là, mais une trajectoire d'émissions cibles en 2050, en réalité, ça ne suffit pas
de définir un objectif de cette façon-là, ça ne suffit pas pour dire qu'on va rester en dessous des 2 degrés. Il faut vraiment regarder tout ce qu'on va émettre entre maintenant et 2050. Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est de là que viennent les courbes qui ont été montrées ou les courbes qui sont dans le rapport pouvoir voler en 2050. Ensuite, ce n'est pas le cas de tout le monde et en fait, effectivement, moi, je n'ai encore entendu aucun industriel qui dire oui, on va arrêter de voler pendant 30 ans. Moi, ça me paraîtrait très difficile de faire ça parce que si on arrête toute la machine industrielle pendant 30 ans, aussi bien à côté des opérations, je pense que c'est quand même très, très difficile de la redémarrer dès qu'on a l'avion vert et il faut que les compagnies vivent. Enfin, il faut quand même tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Et pour conclure, peut-être juste pour conclure sur comment est-ce que dans le rapport pouvoir voler en 2050, on passe aussi à la question de quelles seraient les conséquences de limiter le trafic ou limiter la croissance du trafic. On n'est pas forcément, dans les scénarios qui ont été montrés, on n'est pas forcément dans des moins. Il y a des plages de possibilités dans lesquelles on est dans des plus, ou des zéros ou des plus. Simplement, pour faire ça, il faut effectivement limiter tout de suite pour pouvoir continuer à croître un peu plus tard. C'est pas ce qui a été montré, mais c'est à ça que ça revient. C'est exactement comme si vous partez en randonnée avec votre sac à dos, vous avez de la nourriture pour une semaine. Si vous mangez tout de suite, à la fin, vous n'en avez plus, vous ne finissez pas votre rando. Si vous rationnez tout de suite, à la fin, vous arrivez à finir votre rando, vous arrivez à manger ça. Ce à quoi nous, on pense, au vu des risques des scénarios technologiques, donc il y a un certain nombre qui ont été énoncés, il y a le risque d'externalité énergétique, etc. Je pense qu'il faut que le secteur, globalement, se prépare, en tout cas, doit être prêt à voler moins, c'est-à-dire à ne pas être sur une trajectoire de 4% de croissance par an. Donc là, déjà, c'est un peu moins. Il y a eu le Covid, mais voilà, ça pourrait être peut-être 3, 2. Et il faut aussi qu'il se prépare, non seulement en termes d'emploi et en termes de résilience, à avoir du trafic en accordéon. Du trafic en accordéon. Là, on a eu le cas avec le Covid. Le réchauffement climatique, ce qu'il amène, c'est énormément d'instabilité au niveau d'événements climatiques, au niveau d'événements sociaux et peut-être même aussi encore au niveau pandémique. Et donc, il est quand même très possible et fortement probable même que en fait, le trafic soit en accordéon. Donc, ça monte et puis ça s'arrête, ça monte, ça s'arrête. Donc, je pense que le secteur aéronautique dans son ensemble doit être prêt à faire face à ça. Aujourd'hui, il ne l'est pas. On l'a vu avec l'épisode Covid. Voilà. Donc, je pense qu'une façon d'appréhender comment est-ce qu'on pourrait voler moins, c'est en fait être prêt à encaisser ces variations de trafic qui vont arriver d'une façon ou d'une autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre contribution. Moi, j'aurais une question, mais vous répondrez après. Est-ce que vos courbes tiennent compte du dernier rapport du GIEC? Parce que moi, ce que j'avais pu comprendre dans le rapport du dernier rapport du GIEC, c'est que de toute façon, à 1,5, si on arrêtait les voitures là, sur la rocade et qu'on marchait à pied, et qu'on mangeait de la nourriture sans viande, on était à 1,5 déjà. Hein. Il n'y a aucun scénario qui nous amène en dessous de 1,5 aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je passe la parole à monsieur. Oui, Pascal Gassot de la Fondation Copernic et du collectif Pensons l'aéronautique pour demain. Moi, j'avais déjà lu le travail fait par les enseignants-chercheurs de l'ISA avant de venir et j'avais lu aussi le rapport de Super Aéro Décarbo. Alors, moi, d'abord, je dois féliciter, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a un regard critique, une analyse qui est portée de l'intérieur même de la machine aéronautique à Toulouse. Je trouve que c'est intéressant parce que ça ne se fait pas uniquement, il y a des élèves de Polytechnique aujourd'hui qui réfléchissent sur d'autres sujets, etc. Donc moi, ça me satisfait, vieux de 66 ans, de voir qu'une partie de la jeunesse et des gens se préoccupent de ce problème-là, y compris lorsqu'il y a, comme à Toulouse, ce qu'on appelle la chape de plomb d'Airbus, qui pèse sur l'ensemble des esprits avec le poids économique extrêmement important qu'a cet industriel sur nos vies. Et moi, ce que j'ai retenu, en fin de compte, globalement, c'est que soit c'est décroissance, soit c'est stagnation. Mais en tous les cas, il est difficile d'imaginer que dans les années qui viennent, il y ait des taux de croissance tels que ceux qui ont été annoncés par les industriels et qui sont toujours en cours, qui sont de l'ordre de 3 à 4% l'an, avec des projections de construction d'avions par dizaines de milliers. Et par exemple, la passation du nombre de passagers au monde de 4,19 en 2019 à 8 puis 12 milliards de passagers dans les années qui viennent. Ça semble donc aujourd'hui n'être plus soutenable. Et à partir de là, il va bien falloir qu'on s'interroge sur Toulouse, sur les conséquences que va avoir cette situation là, parce que moi,
de passagers des avions. C'est-à-dire que les chiffres qui sont annoncés là de décroissance, c'est par rapport au vol de 2018, c'est pas une décroissance par rapport à ce que ça aurait pu être en 2050. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais 6, 7, 8 milliards de passagers dans les airs, dans la situation telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Donc, de toute façon, il y a des sacrées interrogations. Alors, il va falloir renouveler les flottes, de toute façon, s'il y a des avions qui continuent à voler, mais jamais au rythme de construire 8 à 900 avions par an sur les chaînes de Toulouse et tout. Et ce que je reproche un peu, c'est que, et je suis très content du débat du CODEF, c'est qu'on ouvre un peu la porte à des échanges concrets basés sur des études et des approches scientifiques pour poser le problème de l'avenir de l'aéronautique à Toulouse, mais donc l'avenir du territoire toulousain. Et que si on ne prend pas ça en main maintenant, si on ne polémique pas, si on ne dialogue pas avec les industriels eux-mêmes, avec les gens qui sont dans l'ensemble associés à cette filière, on va dans une impasse parce qu'on se retrouvera dans 7, 8, 10 ans, nous disant d'un seul coup, ça y est, on ne peut plus faire d'avion, problème, et ben on licencie, on vire tout le monde et tout. Et donc, le vrai problème aujourd'hui, ça serait comment est-ce qu'on essaie de planifier cette évolution du secteur aérien et du nombre de vols dans les années qui viennent pour que l'agglomération toulousaine et la grande région toulousaine s'adaptent progressivement en faisant des diversifications, en recomposant les salariés, en diminuant le temps de travail. Enfin, il y a plein d'idées. Et c'est ça qu'il faut débattre. En fin de compte, je souhaiterais que ce débat sorte parce que enfin, je vais terminer en parlant de la dépêche du Midi. Ce qu'on lit dans la dépêche du Midi, c'est en permanence, j'appelle ça la pravda locale. En gros, c'est en permanence, tout va bien, les industriels, ça roule ma poule, on va produire des milliers d'avions, le salon de Dubaï fait un succès extraordinaire, on a continué, etc. Et donc, moi, je me dis, quand est-ce qu'on va sortir de cette torpeur et tout pour aborder frontalement le problème, parce que ça nous concerne tous, cette histoire-là, pour éviter, effectivement, ce que d'aucuns, dont moi, avaient appelé le syndrome des trois à une époque, mais c'était provocateur. Bien évidemment, on en parlait comme ça, mais le problème se pose un peu en ces termes-là. Qu'est-ce qu'on fait de l'agglo toulousaine dans les 30 ans qui viennent? Merci. Non. Les gens ne vont pas parler. Non, les gens ne vont pas parler. Non, il y en a qui ont parlé 3 fois. Non, justement, c'est une réponse. Je voulais apporter une réponse à ce qui a été dit très rapide sur Airbus. À Airbus, on compte ça. Ça a été expliqué. La moyenne est de 130 grammes par kilomètre passager en moyenne, et Airbus vend des avions à 100 grammes. Donc, effectivement, ça fait une baisse de 25%. Donc, c'est ce côté-là. Et le deuxième aspect, pourquoi Airbus est content, c'est parce que Boeing se casse la figure. C'est-à-dire que la vision d'Airbus est une vision optimiste, parce qu'il dit la décroissance, ça va être du côté de Boeing, et nous, on joue quand même le jeu. Donc, il y a une sorte d'optimisme relatif. Ceci dit, je suis plutôt globalement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Alors, moi, j'ai lu cet été le livre sur l'empreinte écologique qui donnait un très bon exemple de ce qui peut nous arriver, qui peut laisser penser qu'on peut continuer à voler pendant longtemps. C'est qu'ils avaient 5 milliards de pigeons aux États-Unis, ils ont les tous tués jusqu'au dernier. Et que le scénario qui risque de nous arriver, c'est qu'avec des telles projections, on soit dans cette logique-là, c'est-à-dire chacun pour soi. Je donne la parole à monsieur. Excusez-moi. Merci. Donc, Jean-Marie Pillot du GREP. Alors, je suis désolé, je vais revenir sur peut-être une question un peu provocatrice vis-à-vis de nos intervenants. Est-ce que vous avez présenté votre étude comme étant une étude scientifique? Ça s'appelle le référentiel. Enfin, donc il y a un statut que je trouve extrêmement puissant à la façon dont vous présentez ça. Et donc, ma première question, on a entendu pendant toute la période Covid des scientifiques qui nous envoyaient des vérités définitives. Et donc, le travail prospectif, hein, on le sait, c'est un travail qui est compliqué. Donc, ma question un peu, c'est quel est le statut de votre étude, qui est extrêmement intéressante, hein, et je ne crache pas dessus du tout, au contraire. Mais quel est votre statut? Est-ce que vous avez publié dans des comités dans des revues, à comité de lecture? Est-ce que c'est la position de super-héros? Est-ce que vous avez été contesté par vos pairs? Enfin, voilà, c'est un peu ma question par rapport à ça. Merci de cette question. Peut-être qu'on peut vous repasser la parole quelques minutes et puis ensuite… Si on a des questions pour les auteurs, je vais vous poser des questions qui sont dans le chat. Eh bien, vas-y. Alors, il y avait celle aussi sur les… Il y avait une question sur le arômes tout à l'heure, là, une question sur le statut du référentiel aviation, et on a
une question de plus. Sur l'impact environnement de la construction des nouveaux avions, est-ce que ça va nous faire comme avec la voiture électrique, c'est-à-dire un impact au niveau de la production beaucoup plus important qu'avec les modèles thermiques actuels? Et à noter, alors ça c'est quelqu'un qui doit travailler dans le milieu aéronautique, de plus en plus de salariés de l'aéronautique, tout en étant très minoritaires, sont conscients de ce qui ressemble à une impasse doublée d'un aveuglement et sont de plus en plus nombreux à décider de quitter ce secteur. Allez-y. Hein. Pas besoin de micro. Ben non, je pense que vous Alors, pouvez. je peux peut-être commencer par répondre sur la, Par les forces, sur la question des aromatiques. Oui, ça peut être une option qu'on peut envisager. Cela dit, il faut regarder en fait quel est le coût énergétique de cette désaromatisation du jet fuel. Ça, je n'ai pas les éléments de réponse là-dessus. Et puis, ça ne va pas régler en fait le problème du CO2, ça va régler, ça va avoir un effet sur les effets non CO2, une réduction. Donc, les études l'ont montré, c'est de l'ordre de 10 à 20% de réduction sur ces effets non CO2. Donc, en fait, ça va être une contribution minime. Et après, il faut mettre en balance du coup le coût énergétique de cette désaromatisation avec son impact sur le climat. Pour répondre à M. Dugrep, en fait, le statut du référentiel, c'est un document que nous avons publié, donc c'est la parole officielle de Super-Héros. Et c'est un document qui a été élaboré en fait sur le mode des publications scientifiques. Donc, on a fait cette première version. Il y a eu un premier process de relecture en interne vis-à-vis de nos collègues de différents départements. Pas que les auteurs, ça pas que les auteurs. Donc, comme une revue scientifique, on leur a donné, ils ont lu, ils nous ont fait des retours, on a corrigé, amendé. Et il y a eu un deuxième process avec des collègues externes, donc à l'extérieur de Super-Héros, de l'ONERA, des gens spécialistes de ces domaines, et qui ont pareil fait un travail de retour et qui a permis d'améliorer grandement le manuscrit. Donc c'est la position officielle de Super-Héros. Oui. Ouais. Après, sur les autres questions qui traînent, là, vous avez demandé si on compte le dernier rapport du GIEC. La réponse est oui, donc on l'a mis à jour quand le rapport est sorti en août. Et la question sur l'impact de la construction des avions, aujourd'hui, l'impact de la construction d'avions est vraiment minoritaire en termes d'émissions de CO2. C'est quelques pourcents, donc ce n'est pas vraiment le sujet quand même dans l'aérien, c'est vraiment la phase d'usage. Il pourrait y avoir une question sur l'électricité. Voilà, s'il y a un développement massif de batteries électriques, là, il pourrait se poser certaines questions, mais en tout cas, pour l'instant, la construction, c'est bon, peut-être à voir dans un deuxième temps. Donc, on va partir d'abord la madame, parce qu'elle n'a pas parlé encore. Ensuite, monsieur, et monsieur. Enfin, excusez-moi, France Flamand, je ne suis que membre du CODEV. Je travaille au CODEV quand même dans la commission emploi, dans l'atelier qui travaille sur l'emploi. Et je suis extrêmement perturbée par cette conférence et ce débat que je trouve absolument extraordinaire, qui est au-delà de mes compétences, c'est sûr, et de mon entendement, mais je pense que je représente quand même la majorité des citoyens français. Donc je pense que ce débat est très difficile à comprendre. Et moi, je comprenais assez bien les questions que posait monsieur sur la définition des courbes que je ne comprends pas bien, mais je ne suis pas matheuse, je ne suis pas ingénieur. Par contre, moi, il y a une petite question que j'ai envie de vous soumettre en sachant très bien que c'est la question que j'ose poser parce qu'on est au CODEV et que je pense que tout peut être dit ici et qu'elle est stupide, cette question. Mais tout part du budget carbone mondial. Ce budget carbone mondial, il vient des accords de Paris, si j'ai bien compris. Est-ce que scientifiquement, ce budget carbone mondial, il est aussi sûr et aussi scientifique que ce que toutes les études que j'entends dire actuellement? Parce que si la réponse est oui, alors à ce moment-là, il n'y a plus qu'à gérer la fin du monde, si je comprends bien. Et il n'y a plus qu'à gérer le désemploi, et il n'y a plus qu'à gérer, il n'y a plus de biomasse, on ne peut plus construire, on a le choix entre faire ce qui représentait le progrès jusqu'à maintenant, enfin dans ma génération et même encore dans beaucoup d'enfants, parce que ma génération c'était peut-être les voitures, mais eux c'est leur
Apple et ça aussi, il paraît que ça consomme énormément d'énergie, donc de carbone. Donc, quand je dis ça consomme de l'énergie, donc du carbone, est-ce que c'est vrai scientifiquement? Est-ce qu'il n'y a pas un autre mode d'énergie qui n'est pas l'électricité ou la rame, il faut ramer avec des rames sur la rivière au lieu de prendre un bateau un moteur? Moi, je voudrais reposer l'ensemble de ces questions-là et notamment, surtout, qu'est-ce que c'est que ce budget carbone mondial et est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est la seule voie possible? Ou est-ce que je déconne complètement? Enfin, pardon. Est-ce que, excusez-moi. Non, mais je crois qu'on a bien compris. Je crois qu'on a bien compris tes questions. Donc, merci de les poser parce que c'est vrai que c'est quand même des très bonnes questions et elles ne sont pas du tout stupides, hein, parce que effectivement, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le rapport du GIEC, autant avant l'avant-dernier rapport, c'était peut-être quasi sûr. Là, on est quand même sur des choses qui sont extrêmement affirmées par des centaines de scientifiques. On n'est pas sur de la probabilité, etc. Après, les calculs, les scénarios, tout ça, ça reste des probabilités, des hypothèses. Et par contre, sur là où on en est, ça semble assez clair. Alors, monsieur... Oui, mais... Non, mais c'est important de répondre. Je pense que Stéphane... Si tout le monde est d'accord. Oui, je pense que Stéphane peut lui répondre. Alors, Stéphane Lamant, je suis consultant chez Carbone 4 et un ancien de l'aéronautique, un ancien d'Airbus et de Super-Héros d'ailleurs. Pour vous répondre, madame, la question est très légitime, elle est centrale parce que tout découle du budget carbone. En fait, les travaux scientifiques sur la question du CO2 dans l'atmosphère, ils existent depuis très longtemps, depuis le 19e siècle et même avant, ça a commencé avec Fourier. Il y a eu Arrhenius, qui est un grand scientifique suédois, qui avait déjà établi le lien entre le CO2 qui s'accumule dans l'atmosphère et le réchauffement, l'augmentation de la température de l'atmosphère. Ce lien, il existe depuis longtemps. Alors maintenant, depuis 40 ans à peu près, on a ce dispositif du GIEC qui, en fait, qui est le dispositif le plus abouti sur Terre de revue par les pairs du processus scientifique, des travaux scientifiques. Il n'y a aucun processus aujourd'hui dans la communauté scientifique qui est aussi complet et aussi sérieux pour faire l'état des lieux, l'état de l'art de la science. Et il se trouve que sur la question climatique, il y a un lien qui est cette fois tout à fait établi à 99%, c'est que si vous augmentez la quantité de CO2 dans l'atmosphère, la température monte. Et si vous mettez un cap sur la température, ça veut dire qu'il faut que vous arrêtiez à un moment de remplir la baignoire avec le CO2. Et donc, ce budget carbone, qui est la baignoire qu'on remplit, à un moment, il faut arrêter de l'augmenter. Et donc, c'est le budget dont on parle ici, c'est-à-dire qu'il faut à un moment arrêter d'augmenter ce budget sans cesse. Sinon, on dépasse la température, un niveau de température qui nous met en danger. Donc 2 degrés, les scientifiques considèrent que c'est la limite vraiment maximum au-delà de laquelle les pépins les plus graves vont arriver. Donc on se donne la limite de 2 degrés. On se dit il vaut mieux être à 1,5 parce qu'à 2 degrés déjà, on pense qu'il va y avoir des problèmes de rétroaction un peu partout, à certains endroits qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc on se donne la limite à 1,5 et donc forcément, en face de ce 1,5, il y a une quantité de carbone maximum dans l'atmosphère qu'on ne peut pas dépasser. Ça vient de là, et c'est ce travail, et c'est la base du travail qu'a fait Super-Héros, et que font, pas que Super-Héros, mais tous les secteurs d'activité s'intéressent à cette question du budget carbone. Donc c'est de la science dure, c'est pas du tout des trucs d'écologistes apocalyptiques et rêveurs. Il y a une synthèse des travaux. Oui, c'est le GIEC. C'est un rapport du GIEC. C'est le rapport du GIEC. Avec la biomasse et l'agriculture. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup, mais c'est un sujet complexe. Est-ce qu'il y a une traduction en français du rapport la synthèse pour décideurs du rapport du GIEC? Alors peut-être qu'on pourra la mettre en lien parce que ça reste quand même une centaine de pages ou 80 pages à lire, mais voilà. Alors je passe la parole à monsieur. Donc moi j'essaie d'aller rapidement. Donc moi, oui, Super-Héros 93 est très fier que mon école aille sur ce genre de questionnement, puisque moi je connais le secteur aéronautique pas par mon travail, mais par les nuisances aériennes et par le fait qu'il y a un problème de santé publique qui est connu depuis au moins 99, c'est le bruit. Et le secteur aérien a réussi quelque chose de fantastique, c'est qu'il y a eu des progrès techniques énormes, je pense que tout le monde les connaît. Par contre, la croissance du trafic a fait que ça a été totalement effacé par rapport à les progrès techniques ont été complètement effacés
par la croissance du trafic. Et le secteur ne veut pas en entendre parler. La législation est conçue. Effectivement, les avions sont de plus. La qualification des avions, ils sont de meilleur en meilleur, on leur demande de plus en plus. Mais si on regarde la législation, par exemple autour des aéroports, il n'y a aucune contrainte sur l'aviation. La contrainte, elle est sur l'urbanisme. Le CODEV doit être au courant. Et il y a des ateliers territoires prochainement à Toulouse. C'est-à-dire qu'on impose à l'urbanisme la croissance de l'aéroport. On ne dit pas, on a un volume de nuisances et l'aéronautique va s'organiser dedans. Donc simplement, je ne vais pas développer plus que ça, mais je voulais mettre en rapport. C'est-à-dire que c'est quelque chose que l'on connaît depuis plus de 20 ans, le problème du bruit. Il y a eu des progrès techniques. Et la croissance a tout explosé. Et moi, quand je regarde le problème qu'on parle du CO2 et du réchauffement climatique, je vois la même réaction du secteur aérien. La même communication qui sort. Les progrès techniques, croyez en progrès techniques, on va arriver à faire en sorte de contrer le système et de pouvoir continuer à croître malgré cette contrainte. Donc, je vais simplement mettre en rapport que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, une expérience que l'on a par rapport à un besoin nouveau. Et on voit que c'est le même type de processus qu'essaye de mettre en place les industriels. Et d'ailleurs, le fait qu'ils soient très peu là, ou pas là du tout ce soir, comme ils n'ont pas été là aux Assises de l'aviation, qui a été organisées par Pensons l'aéronautique pour demain, montre qu'en fait, il y a encore un énorme travail et que ce que fait Super Héros, c'est super. Parce que la direction de laisser faire, c'est vraiment exceptionnel et vraiment à apprécier. Et donc, je voulais vraiment applaudir, quelles que soient les critiques qui peuvent être faites sur le travail, que le fait que ça existe est en soi quelque chose de fantastique dans un secteur aussi fermé. Alors, monsieur, comme j'ai été un petit peu attaqué et que j'étais parti sur une polémique, parce que j'aime la polémique, parce que la polémique, elle engage le débat. J'ai fait la première conférence sur les accords de Kyoto en 2004 à l'ICT à Toulouse. Cette problématique, je la connais par cœur. Pourquoi je dis que les courbes sont embêtantes? Parce qu'on regarde à un moment donné, 2050, qui est le point le plus difficile, puisque pour l'industriel, faire un avion propre hydrogène, c'est 2050. Donc l'avion arrive à peine, et on regarde à ce moment-là, et effectivement, ça paraît pas joli, parce que la courbe verte ou la courbe rouge, elles sont très peu différentes. On a l'impression qu'on fasse l'avion vert ou qu'on ne le fasse pas, si on diminue le trafic de 10%, on a fait autant de travail que faire l'avion vert. Et c'est pour ça que j'étais polémique. Et j'ai été mal compris, donc je suis obligé de reprendre mon explication. 10% par an, hein, donc, ce qui est important... C'est 10% par an, la oui. décroissance. Oui. 10% par an, ça fait 5% des avions. 10% par an, ben, je ne l'avais pas compris non plus. Voilà, excusez-moi. Donc, ce qui est important, c'est de faire ces avions verts. Une chose essentielle qui n'a pas été dite, c'est qu'aujourd'hui, 80% de l'empreinte carbone, ce sont les vols long courriers. Ce sont les vols de plus de 1500 km. Donc, il faut se poser. Airbus, notre gagne-pain, ce dont vit Toulouse, ce ne sont pas ces avions-là. Non, mais c'est important de le dire. Or, ces petits avions sont ceux, enfin les avions qu'on appelle single-aisle, les monocouloirs, sont ceux qu'on va pouvoir amener assez vite vers de l'électricité, vers de l'hybridation, vers de l'hydrogène, etc. En tout cas, pas sous forme liquide, mais on va pouvoir faire des choses sur, au départ, 300 km, puis 400 km. On peut faire un ATR hybride, on peut faire du 400-500 km, et on va pouvoir reconstruire une aéronautique propre qui est dans les 20% d'empreinte carbone. Quand je disais il va falloir faire des choix, oui, il faudra faire des choix sur est-ce qu'on vole dans les 80% de l'empreinte carbone, c'est-à-dire le long courrier. Vous rigolez, mais c'est important. Le long courrier, on n'a pas 1000 choix. Soit aujourd'hui, on passe au biocarburant, soit effectivement, on attend 2050 et c'est trop tard. Et c'est un peu ce que montre votre courbe. Le long courrier, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on fait du long courrier? Est-ce qu'on en a besoin pour la vie? J'ai l'impression que les monocouloirs, c'est la vie, c'est l'économie. Le long courrier, c'est autre chose. Il y a un vrai problème à qu'est-ce qu'on fait du long courrier dans les 30 ans qui viennent? Alors, la seule solution serait de passer à des biocarburants tout de suite. Il y a des rapports de l'ADEME qui expliquent qu'au niveau biocarburant, on a à peu près l'équivalent, on a 300 TWh, on a à peu près l'équivalent du parc nucléaire. C'est principalement du méthane. Pourquoi on ne regarde pas des filières méthane, par exemple, pour l'aviation? Je vous rappelle que sur Tupolev 155, en 88, les Russes ont fait un vol démonstrateur à l'hydrogène et un vol au méthane. Pourquoi on ne regarde pas ces filières? Mais effectivement, la question clé que vous avez posée, pour moi, elle est plutôt la source énergétique derrière. Et c'est pour ça qu'il faudra apprendre peut-être à moins voler. Vous savez, quand on dit 0% de croissance, il faut imaginer qu'il y a
monde est en train de s'émanciper. Donc, si on est à 0 de croissance, pour nous, Français, il faut imaginer une diminution par 4, parce qu'on ne va pas laisser les autres dans le même état de misère où ils sont aujourd'hui. Donc, de toute façon, avec 0 de croissance, il faudra apprendre à moins voler. Et pour Airbus, ce n'est pas grave, parce qu'on construira des avions qu'on vendra à ceux qui voleront pour nous. Et donc, toutes ces questions sont importantes, et c'est pour ça que je ne voulais pas les regarder sous la forme d'une courbe, mais peut-être sous la forme d'une explication que Madame aurait pu comprendre. Merci. Alors, monsieur. Oui, je vais aller vite. Et monsieur Jaël. Ce micro. Bruno Jouglin, à nouveau, je suis collectif ICAP, l'aéro, travaillant les enjeux de l'environnement, salarié. Hein, donc, moi, j'ai fait l'ENAC et j'ai fait 15 ans dans un grand groupe, donc Thales en l'occurrence. Je suis un peu du coup surpris aujourd'hui parce que je vois pas beaucoup de gens représentant mon industrie aujourd'hui. Voilà, je m'attendais à avoir des gens peut-être représentant mon employeur, des gens représentant Airbus. J'apprécie beaucoup la participation de Philippe, donc qui était chez Airbus et qui aujourd'hui, j'ai l'impression, un peu, disons, la contrepartie de la majorité des participants aujourd'hui qui sont plutôt dans la thématique, c'est du greenwashing, etc. On voulait un débat aujourd'hui et manifestement, on ne l'a pas réellement. On voit bien également que finalement, au niveau des citoyens du territoire, mais au niveau du pays, ça va être pareil. Les gens ont envie de participer à trouver des solutions sur des enjeux qui sont essentiels, mais qui sont complexes, qui nécessitent une collaboration extrêmement forte entre les différentes parties, industrielles, économie, les territoires. Tout le monde veut prendre part à ce travail, à cet enjeu qui nécessite de prendre des décisions absolument historiques dans les années à venir. Et malheureusement, aujourd'hui, je ne vois pas les décideurs. Et je suis bien embêté vu qu'on m'avait vendu ça comme un débat. Donc, je n'ai pas de débat. Donc, j'ai deux questions du coup aujourd'hui. C'est est-ce que vous avez invité les industriels, Toulouse Métropole, la CCI ou pas? Et deuxième question, est-ce qu'on a une possibilité, donc vous au CODEV, ou peut-être Philippe qui a du coup pas mal de contacts, d'organiser quelque chose avec l'ensemble des acteurs du secteur? Merci à vous. Mais ça m'intéresse, merci. Pour répondre à la question, on a invité déjà tous les membres du CODEV. Et donc, par exemple, il y a la CCI qui est membre du CODEV, donc elle est forcément invitée, par exemple. Hein. Et la métropole, j'imagine que la métropole est au courant, parce que tout ça se fait dans le cadre de la métropole. Donc, s'il y avait des élus, et bien sûr, je pense qu'on a envoyé l'invitation à Airbus aussi. D'ailleurs, ils sont venus déjà à plusieurs débats qu'on a pu organiser. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Voilà, il n'y a pas de souci. Et le débat, il existe. Le débat, il n'existe pas parce que tout le monde n'est pas là qu'il n'y a pas de débat. Enfin, ça. Ah, on est comment vous connaissez mon opinion, moi? Alors, je ne sais pas, je ne l'ai pas donnée. Donc, voilà, vous avez bien de la chance. Vous savez lire dans les esprits. Moi, je ne dis pas ce que j'entends, j'anime le débat. Monsieur. Juste un petit mot pour ce que vous avez dit, je pense, sur le long courrier, c'est vraiment hyper important. Parce que Airbus a vraiment beaucoup axé sa communication sur l'avion à hydrogène, tout en reconnaissant que ce n'était pas adapté au long courrier. Et les courts courriers, bon, ils peuvent être quand même avantageusement remplacés par du train. Donc la question du long courrier, je pense qu'elle est vraiment cruciale dans ce débat, et je pense que c'est vraiment important que tout le monde l'ait en tête, parce que décarboner les longs courriers, c'est vraiment délicat. Et je voulais juste dire un petit mot concernant à Madame concernant l'emploi. Et je pense que votre rôle, il est hyper important au sein du CODEV, justement, d'évaluer qu'est-ce qu'on va proposer aux salariés, justement, si on peut le souhaiter du point de vue climatique, en tout cas, s'il y a une décroissance du trafic aérien. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des scénarios de transition énergétique, comme par exemple Megawatt, qui a été sorti il y a quelques semaines, dans lequel il y a des estimations des conséquences sur l'emploi des transitions. Et a priori, on est plutôt dans une augmentation du nombre d'emplois au total. Mais par contre, avec des changements de secteur d'activité, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui vont croître et d'autres qui vont décroître. Ceux qui vont croître, le bâtiment, l'agriculture
et ceux qui vont décroître, peut-être le transport aérien. Donc, je pense que la question de l'emploi est vraiment au cœur de la réflexion qu'on doit avoir et l'accompagnement des salariés dans ces différents domaines. Donc, je pense que votre rôle est essentiel là-dessus. Merci. Donc, monsieur derrière, non, c'est bon. Alors, monsieur derrière, il n'a pas parlé. Oui, bonjour, Cédric Lefort. J'ai une petite start-up qui vient d'être créée au sein de l'ENAC. Donc, je suis très intéressé par cette thématique. On a parlé de l'émission de CO2, effectivement d'une baignoire qui se remplit. Est-ce qu'on a des moyens, du coup, de vider cette baignoire? Je n'ai pas vu combien ces scénarios-là non plus exposés, notamment avec les puits de carbone. Il y a moyen, à mon avis, de redévelopper des filières entières. Effectivement, nous, on a des captations de l'ordre de plus de 25% en France. On pourrait les augmenter très largement. Est-ce qu'il est prévu alors des accompagnements de la part des industriels, de ceux qui polluent, d'avoir des mécanismes compensatoires? Je voulais revenir un tout petit peu sur la question des industriels. Alors, je suis indépendant depuis 8 mois, mais j'ai passé 14 ans chez Airbus et 3 ans chez Excel. L'industriel, la difficulté qu'il a, c'est que gérer une évolution significative de son activité, pour ne pas parler d'un autre mot qui fâche tout le monde, qui est la décroissance, personne ne l'a étudié, personne ne sait comment le faire. Quand on se penche sur le problème en tant que citoyen et qu'on fait par exemple un atelier qui s'appelle 2 tonnes, que vous pouvez faire sur Internet, qui vous simule comment il faut vivre avec 2 tonnes par an par citoyen français au lieu de 12 tonnes, ça fait réfléchir. Vous pouvez faire aussi l'atelier Ogre, c'est autre chose, vous démarrez aujourd'hui et vous essayez d'actionner tous les leviers que vous pouvez. Moi je suis arrivé à 30%, je peux vous dire que c'est comme si j'avais fait énormément de choses en 10 ans. Le patron, le chef d'entreprise, il a le dilemme du prisonnier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est 2 personnes qui ont inventé la Convention des entreprises pour le climat, qui a démarré cet été, qui rassemble 150 chefs d'entreprise, qui pèse quand même 250 000 emplois et 36 milliards en France. Donc ça commence à se voir. Sa demande, c'est 12 jours que les PDG participants donnent à ce mouvement entre septembre et juin pour présenter au gouvernement français une feuille de route sur comment on embarque les entreprises. Et je pense que ce qui est intéressant, parce qu'on n'a pas les solutions, et soit dit en passant, tous les autres secteurs ont la même difficulté. Hein. Le numérique, c'est 10%, il croît 2 fois plus vite. Hein. Le numérique, c'est les entreprises, c'est nos smartphones, c'est toutes ces choses-là. L'isolation des bâtiments, c'est encore beaucoup plus. Voilà. Donc, chaque secteur a sa feuille de route, l'aérien est très visible. Donc, effectivement, son empreinte carbone, tout le monde la voit tout de suite et on a envie de se pencher dessus. Mais je pense qu'il faut aider les chefs d'entreprise, trouver des moyens de les accompagner. Et encore une fois, donc il y a cette initiative que je vous citais qui est extrêmement intéressante, je vous invite à la regarder. Toutes les initiatives sont bienvenues et je pense fondamentalement, et je reprends les termes de l'Académie de l'air et de l'espace, qu'il faut faire travailler les jeunes, la jeune génération, les ingénieurs, les étudiants qui sortent sur le marché, ils ont plein d'idées, ils ont envie de participer à cette fabuleuse aventure de l'aéronautique qui va continuer, à travailler avec les chefs d'entreprise. C'est comme ça aussi qu'on va trouver des solutions et comme ça qu'on évitera cette incompréhension entre les différents camps. Et si, un dernier mot, excusez-moi, on a parlé tout à l'heure des carburants, enfin des biocarburants. On n'a pas tellement cité les différentes générations. L'accent qui doit être mis, il est compris par les personnes clés, c'est sur les carburants dits de 3e génération. Les power to liquid, qui du coup ne sont pas en compétition avec les surfaces agricoles qui servent pour l'alimentation des êtres humains et des animaux. Et là-dessus, je voudrais parler d'une initiative toute petite. 30 secondes. Il y a une personne, voilà. Il y a une personne qui s'appelle Pierre Dumont, qui a déposé plusieurs brevets ces 15 dernières années, qui consistent à réutiliser des déchets d'ordures ménagères. Il y a un prototype industriel qui existe. Cette personne a commencé à pousser un certain nombre de portes. Je la soutiens à titre personnel dans mon activité. Aerospace Valley a commencé à regarder le sujet. Les calculs qu'il a fait aujourd'hui, il y a quand même un gros travail de recherche derrière. C'est pas, je dirais, quelque chose juste comme ça. Les calculs qu'il a fait montrent que si, au niveau de la France, on allait à fond là-dedans et qu'on mettait en place une filière qui crée du carburant de 3e génération, de power to liquid, à partir des ordures ménagères, on a de quoi faire fonctionner le transport aérien en France
Et ça pèse 20% des importations de pétrole. Peut-être qu'on ira nulle part avec cette idée, mais je trouve ça extrêmement intéressant de se dire les ordures ménagères qui sont quand même quelque chose qui est très fort en carbone, qui est très fort en pouvoir, qu'on se penche dessus pour en faire. Non, je voulais réagir. Non, je voulais réagir. Je m'appelle Jean Marziliani, je suis maître de conférence à Jean Jaurès, en spécialiste de géographie économique industrielle. Et non, je voulais revenir sur effectivement la problématique du long courrier, qui a été aussi une spécialisation de Toulouse. Hein. Donc, parallèlement au moyen courrier, on avait beaucoup accès. On voit les investissements on fait sur les chaînes d'assemblage de 350, avant 330, ne parlons pas de l'an 380. Donc, tout l'enjeu, je pense, dans la firme réseau dans la firme réseau Airbus, ça va être effectivement de trouver un équilibre nouveau avec Hambourg, qui a fondé sa spécialisation forte sur les moyens courriers. Et donc, s'il y a une reconversion à opérer progressivement sur Toulouse, en se délestant des longs courriers, il va y avoir quand même, au sein de la firme réseau Airbus, une négociation avec le pôle hambourgeois. Hein, qui... La réponse complète. Je peux vous répondre tout de suite. Allez-y, mais court. Parce que sinon, très on court. va arrêter dans... Non, mais c'est moyen courrier, long courrier. Si on ne parle pas de ça, on ne parle pas de Toulouse. C'est-à-dire que quand Matra est entré dans l'industrie, il y a été fait avec les Allemands. Et on a dit aux Allemands, nous, on fera les longs courriers et vous ferez les moyens courriers. Et l'usine de 321 est partie en Hambourg. Et on a eu le 380. Le 380 s'est arrêté. Donc, on a eu le 350, mais aujourd'hui, on va pouvoir effectivement construire des avions, mais l'idée est d'envoyer en Allemagne le développement du prochain moyen courrier. Et le prochain moyen courrier, le New Short Range, c'est le futur avion vert, parce que c'est, encore une fois, dans le moyen courrier qu'on va pouvoir faire la première révolution verte, pas dans le long courrier. Et actuellement, il y a des luttes fratricides entre les Français et les Allemands sur qui va faire quoi. La métropole de Toulouse et la région, alors je représente la métropole de Toulouse parce qu'après avoir parlé d'environnement pendant des années, je suis rentré en politique et je suis dans l'équipe de Jean-Luc Boudin que j'ai fini par quitter parce que j'étais pas très à l'aise. Je suis ancien astronaute et peut-être certains me connaissent, mais la première chose qu'on a fait quand on est arrivé, quand je suis arrivé il y a un an au pouvoir, c'est d'essayer de développer Francazal. Parce que Francazal, c'est quoi? Ça va être le lieu de développement de ces technologies. Un industriel n'est pas capable de développer les technologies parce qu'il est pris dans le quotidien. Et donc, son business, c'est les actions, c'est le truc, le machin. Et donc, il n'a pas d'argent pour développer. Et il faut qu'il y ait de l'initiative. Elle est toujours bienvenue. Super-héros, je pense au drone hydrogène, je pense à des tas de choses fantastiques qui se région, il faut fédérer ça autour d'une plateforme en mettant des moyens. On n'a pas les mêmes moyens que les Allemands, parce que les Allemands ont derrière les capacités d'intégration des landers, et nous, on a de petits bras avec la région qui met 10 millions, c'est avec le projet hydrogène, c'est 10 millions qu'a mis la région sur Francazal. La métropole a mis 10 millions pour que le laboratoire Laplace, spécialiste de l'hydrogène, puisse avoir un laboratoire de qualité sur Francazal. C'est quoi? C'est 10 plus 10 plus 10. Si on a mis 30 millions à Francazal, c'est un maximum. Les Allemands mettent beaucoup plus. Donc, il y a une vraie problématique politique. Ah, Jean-Marc, vous n'avez pas terminé. On dit rapidement sur le long courrier encore. Donc, oui, il y a de la demande quand même dans les pays émergents comme la Chine, quand même, où il y a quand même sans cesse un développement en progression de classes moyennes, consommatrices, qui voudront peut-être. Voilà, ça c'est un gros problème à prendre en compte. Hein. C'est un problème à prendre en compte. Après, bon, pour rebondir sur l'agglomération toulousaine, je crois quand même que si on étudie les choses depuis une quinzaine d'années, il y a quand même un mouvement latent de diversification. Donc, l'aéronautique, oui, certes, mais il n'y a pas que ça, quoi. Je veux dire, donc, on l'a montré hein, avec Michel Rossetti et tout. En fait, c'est logique de systèmes locaux de compétences, quoi. C'est-à-dire donc de glissement par des compétences, compétences autour des systèmes en particulier qui ont alimenté notre industrie, peut-être comme l'automobile communicante. Ne parlons pas du spatial, ne parlons pas de l'IoT, hein, aussi. Donc, il y a quand même un moment. Et puis bon, mais après, il y a beaucoup. Ensemble donc des sciences de la vie et tout ça. Donc il y a quand même un mouvement de résilience, je ne sais pas si de résilience, mais en fait de diversification qui est latent, qui est à l'œuvre et qu'il faudrait mesurer quand même. Hein. Voilà. Sur Toulouse, hein, qu'il faudrait mesurer. Il n'y a pas qu'une aéronautique en position prépondérante, prépondérante,
est écrasant. Merci. Merci. Donc, je m'appelle Quentin Barascude. Je suis venu ici en tant que salarié d'H3 Dynamics, une startup qui fait des piles à combustible, notamment, et qui les intègre dans des systèmes Appian. Mais là, j'ai plutôt envie d'intervenir en tant qu'étudiant, parce que je suis en CDI, mais je reçois mon diplôme dans 2 semaines. Et donc, je suis de super-héros. Et donc, on a beaucoup parlé de la future génération, de ceux qui travaillent. Déjà, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait aucun étudiant d'invité, parce que je trouve qu'on les cite souvent, les jeunes générations, de ceux qui vont travailler plus tard. C'est surtout eux qui vont subir les conséquences, on va dire. C'est dommage que certains ne soient pas là pour donner leur voix. Alors, je ne suis pas du tout porte-parole de quiconque, mais j'ai envie de parler plus d'un point de vue politique. On a tendance, en France et à Toulouse, vu qu'on a Airbus, on en a été plutôt fiers, on en est toujours fiers. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tendance à cristalliser le débat autour de Toulouse, de la politique française et de la politique municipale toulousaine. Le problème, et on a tendance à l'oublier, et c'est là où c'est assez important le travail, et moi je suis assez fier dans une école qui prend les devants et qui va directement, qui va vérifier les problèmes et qui va essayer de voir les causes et d'essayer de trouver les conséquences. On oublie souvent que c'est un problème mondial et que malheureusement, même si en France on doit faire des efforts, mais on a une bonne volonté et qu'on a des gouvernements et des politiques locales avec des énormes volontés, on arrivera peut-être à réduire, nous, nos émissions. Les émissions mondiales, en particulier, on en parlait des pays émergents, le CO2, il traverse les frontières. Donc, c'est des décideurs comme Airbus. Donc, il y a cette question politique, mais on parle souvent de politique locale, et c'est des décideurs comme Airbus qui peuvent influencer sur des politiques internationales et sur des choix, on va dire, globaux, notamment voilà, en Chine, même si les Chinois commencent à se doter eux-mêmes de leurs acteurs. C'est aussi à eux de pouvoir influencer ces choix-là. Et si nous, on arrête de prendre l'avion en tant que Français, on ne monte pas de blanche et on est bien, et même en tant qu'Européens, on peut prendre le train, il y a certains pays qui peut-être n'auront pas la même vision, et on l'a vu lors de la COP26, tous les pays n'étaient pas amenés à coopérer de la même manière. J'aimerais aussi terminer en disant que, donc on a parlé du long courrier, donc c'est sûr qu'il faudrait le limiter le plus possible, hein. C'est dommage, hein, on a envie de visiter le monde, nous en tant que jeunes on a envie de visiter le monde, hein. Moi j'aimerais bien aller en Amérique du Sud, mais bon, peut-être qu'on va essayer d'éviter. Mais le développement de futurs avions, et c'est pour ça que moi je me suis orienté dans la filière aéro, parce que je suis passionné d'avions, mais je pense que, et malgré tout, très conscient des enjeux écologiques qu'il y a derrière, je pense qu'il y a des pays également, alors en France, comme l'a dit monsieur, donc je ne sais pas s'il a dit son nom, on peut prendre le train pour se déplacer en Europe, on peut penser au train de nuit, donc on a beaucoup d'opportunités de se déplacer. Il y a aussi des populations en Asie du Sud-Est, par exemple, qui ont moins d'opportunités de mobilité entre les îles qu'on a la chance d'avoir en Europe. Et donc, le développement, c'est pour ça, et ça permet de revenir à la question initiale, greenwashing ou débat d'avenir. Je suis pas particulièrement d'accord avec la conclusion qui a été faite par les 2 chercheurs, Jérôme Fontaine et Florence Matos, sur le fait que c'est un peu les deux. Donc, l'avion vert, déjà vert, c'est pas un terme qui est très, très beau. Donc, avion bas carbone, déjà, c'est un peu mieux, comme ils l'ont dit. Et donc, il y a toute énergie demande CO2, procure du CO2 et en génère. Du coup, se déplacer, ça génère du CO2. Mais il y a quand même une nécessité de développer ces avions. Il y a une nécessité de faire avancer une filière, de la transformer. Alors, peut-être que ça sera plus Airbus, peut-être que ça sera différent. Il y a du travail à faire. Peut-être qu'il faut la diversifier. Mais qu'il faut que dès maintenant, on prenne un parti de changer ça, de réfléchir à cette trajectoire, parce qu'on parle bien de trajectoire, et que voilà, on arrive vers un monde le plus possible, le plus vivable pour tout le monde, en incluant la planète entière, et pas seulement nous, Français. Merci sur ce recul, sur cette question. Vous êtes le dernier intervenant, et puis après je passerai la parole 1 minute à Pierre pour qu'il explique les invités, puisqu'on nous a questionné comment on avait invité, donc on va faire ça. Et puis voilà, sachant que généralement tout est ouvert au CODEF, donc il n'y a pas de souci.
Merci beaucoup. Ouais, je voulais revenir sur plusieurs points qui ont été abordés concernant à la fois le stockage du carbone et qui est relié en fait quelque peu au carburant de troisième génération dont parlait le monsieur. Dans les deux cas, en fait, pour le stockage du carbone ou pour la production de carburant de troisième génération, à chaque fois, on est en train de passer par la biomasse, c'est-à-dire par les arbres, par les champs, etc. Et là-dessus, je pense que c'est un message, un tout take-home message pour tout le monde. C'est toute solution technologique qui passe par la photosynthèse, en gros par les forêts, par tout ce que vous voulez, par le fait de faire des plantations. Elle est potentiellement intéressante, mais toujours limitée en quantité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, je veux dire, l'humanité a vécu sur la photosynthèse pendant tous les millénaires qui ont précédé la révolution industrielle, avec une production énergétique qui était limitée. C'est dû au rendement de la photosynthèse qui est relativement faible. Donc, dès que vous entendez quelqu'un vous dire c'est facile, il faut utiliser, je sais pas quoi, des algues, des champs, des machins, des forêts, donc déjà vous dites, ok, non, ça c'est, vous mettez de côté. Et pour répondre à votre question sur les autres manières technologiques de stocker du carbone, il y en a actuellement ce qu'on appelle le direct air capture, donc c'est vraiment physiquement retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc, il y a des startups, des entreprises en Suisse, aux États-Unis qui commencent à faire ça. C'est pour l'instant émergent, très cher, ça nécessite beaucoup d'énergie, mais technologiquement faisable. Pour l'instant, l'entreprise suisse qui permet de faire ça, elle vend, entre guillemets, les émissions de carbone négatives à des gens qui auront envie de décroître leur empreinte carbone. Ils la vendent 1 000 € la tonne de CO2. Alors, je ne sais pas si vous avez les ordres de grandeur en tête, mais actuellement, l'ordre de grandeur de la tonne carbone sur le marché, c'est plutôt, on est aux alentours de 30 ou 50. Donc, c'est extrêmement... Ouais, voilà. Et donc là, eux, ils vendent vraiment... voilà, ils vous garantissent qu'ils retirent du CO2 de l'atmosphère et ça coûte, ils le vendent à 1 000 € la tonne. Et dernier point sur les déchets, là aussi, alors faut se méfier. Moi, c'est le genre de calcul que j'ai fait. En fait, le potentiel énergétique dans les déchets, il est relativement faible. Hein. Il faut juste s'imaginer en train de mettre dans un gros sac nos déchets plastiques et puis se dire est-ce que je vais me faire un long courrier avec ça à la fin de l'année? La réponse est clairement non. Donc, si quelqu'un vous dit la solution c'est les déchets plastiques, là aussi, est-ce qu'il a quelque chose à me vendre? Oui, non. Ah oui, peut-être qu'il s'est gouré dans ses calculs, parce qu'en fait, le potentiel est relativement faible. Voilà. Enfin, il y a toute l'huile de friture quand même. Hein. Et c'est la même chose pour l'huile de friture. McDonald's, c'est assez rigolo parce que McDonald's a fait une grosse campagne là-dessus. Et c'est un peu la même chose. Donc, c'est des calculs que je me suis amusé à faire aussi sur le potentiel mondial de l'huile de friture. Et la conclusion, c'est qu'on ne mange pas assez de frites pour voyager en avion. Et voilà. Moule frites ce soir. Donc. Alors, je vais passer la parole à nos conférenciers. Et Pierre, tu veux juste nous expliquer comment on invite les personnes ici, c'est ça, au CODEV, et puis comment vous pouvez participer au CODEV. Et puis, où est le petit livre là, qui était par terre, là, qu'on puisse montrer? Il y en a à la sortie, tu vas en parler alors. Oui. Très simplement, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat si on est tous d'accord. Il n'y a pas de débat si on est tous d'accord. On a fait l'effort d'inviter des participants avec un profil varié et potentiellement des positions différentes ou contradictoires sur la question de l'avion vert. On avait invité pas mal d'acteurs, Aerospace Valley, la Chambre de commerce, etc. Un certain nombre avaient donné leur accord, mais on a eu pas mal de défections de dernière minute. Mais vous pourrez voir la liste des participants inscrits en présentiel. Puis on a aussi des participants qui sont en ligne et qui sont des auditeurs attentifs des échanges qu'il y a pu avoir ce soir. Et puis on était limité pour des histoires de jauge et de contexte sanitaire. On ne pouvait pas non plus être trop nombreux dans la salle. Et je voulais aussi... effectivement, il y a des publications du CODEV qui sont dont un petit livret rouge dans lequel vous trouvez une synthèse d'un premier débat sur l'aviation qui avait eu lieu au CODEV. Et si vous êtes intéressé pour avoir des infos sur les prochains débats qu'on organise, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Et dernière chose, tout à l'heure quelqu'un a parlé de l'outil 2 tonnes. C'est un serious game qui permet en quelques heures d'essayer de se projeter sur justement l'utilisation de notre budget carbone d'ici 2050. Le CODEV est actuellement en train de... C'est un jeu qui se joue à l'échelle nationale française. Le CODEV est actuellement en train de développer une édition toulousaine de 2 tonnes
C'est Clara qui est en charge du projet. On a finalisé le prototype du jeu, on va le tester vendredi. Donc si vous avez envie de venir tester l'outil d'Automne avec nous, je vous invite à laisser vos coordonnées à Clara avant de partir, et puis si vous êtes intéressé, on vous tiendra informé des suites de ce projet. Je rends le micro. Et tu le passes à nos présentateurs et chercheurs. Merci à tout le monde pour ces débats qui sont très intéressants. Je pense que, en tout cas de mon point de vue, on essaie de participer à ces débats en position de scientifique. C'est très intéressant de voir comment notre production est accaparée ou perçue en tout cas par les différentes parties. Je vous invite à aller le lire si vous avez un peu le temps. Encore une fois, on ne fait pas de préconisation de notre position de scientifique. On a essayé de rester le plus factuel possible sur ces courbes qui résultent en fait de ce qu'on a pu trouver nous dans la littérature scientifique. Donc voilà. Et par rapport à ce que disait Quentin sur notre conclusion n'était pas du tout qu'il fallait arrêter le développement d'avions. Donc tout ça, évidemment, ce sont des choses à continuer. Mais voilà, il y a des limites et des contraintes qui existent et des questions à se poser. Voilà. Merci à tout le monde. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.